Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo forum del Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana, sezione Cristianesimo Islam. Benvenuto al nostro relatore di stasera, il professore Sedomir Nestorovic, che già forse almeno varie persone qui conoscono il professore già bene, dato che è venuto il 23 aprile scorso per parlarci della finanza islamica, che fu un forum molto apprezzato. Ricordo per le persone che vengono per la prima volta, il professore che, se posso permettermi, arriva appena del Bahrain, dove ha dato una lezione di 3 giorni, mi sembra, intensivi sulla finanza islamica, eccetera, e proseguirà il suo percorso accademico poi in Europa. Ricordo che il professore Nestorovic appartiene a una grande école famosa, una business school internazionale, l'École supérieure des sciences économiques e commerciali, con sede in Francia, Singapore, Marocco, fondata dalla Compagnia di Gesù all'inizio del XX secolo. La sua specialità è il commercio internazionale e la politica. Uno dei suoi libri, l'ultimo libro, è proprio su Islamic Marketing, oppure Understanding the Socio-Economic, Cultural and Political Legal Environment, un libro di 2016, eccetera, eccetera. Passo sulla biografia abbastanza abbondante. Sono contento bene che abbiamo organizzato questo forum insieme alla Facoltà di Scienze Sociali, dove il decano è presente qui, il padre Giacchino. Bene, allora, ecco, una tematica importante, il proibito nell'Islam, il halal, che è il contrario del haram, il halal e la sua diffusione nelle società europee. Il professore parla francese, inglese, fluently, arabo un po' sicuramente, eccetera, e tante altre lingue, russo credo. Però la conferenza sarà stasera in francese, quindi coloro che non capiscono. Professore, ascoltiamo con grande interesse. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour cette présentation. C'est toujours un plaisir de venir dans ces lieux. Donc, comme tu l'as indiqué, je viens directement de Bahreïn où nous avions 3 journées. Nous avons notre école, l'ESSEC. Nous avons un programme avec l'Arabian Gulf University qui se trouve au Bahreïn. Et donc, ça fait 8 ans que nous travaillons ensemble. Et ça fait 8 ans que je vais régulièrement au Bahreïn. Je suis basé sur le campus de Singapour. L'ESSEC a 3 campus. Le principal qui se trouve à Cergy, le deuxième à Singapour. Nous en avons également un troisième à Rabat, au Maroc, comme tu l'as indiqué. Et celui-ci est, le plus jeune. Et nous n'avons pas beaucoup de personnel sur place. Alors que le campus de Singapour, lui, il est grand puisque nous avons 23 professeurs permanents sur place. Donc ça commence à être quelque chose d'important. Aujourd'hui, nous allons parler du halal. Je viens d'une école de commerce, donc en général, on va parler plutôt business, on va parler plutôt affaires, et non pas forcément de spiritualité, même si la spiritualité se retrouve également dans les affaires. Pour commencer, je prendrai l'exemple d'un ouvrage. Tous les ans, à Dubaï, on publie un State of the Global Islamic Economy. Et donc, il s'agit de l'unité à Dubaï qui s'occupe de l'économie islamique, qui tous les ans publie un ouvrage sur l'état de l'économie islamique dans le monde. Et c'est publié toujours au mois de novembre, donc il est tout nouveau. Il vient d'être publié il y a moins d'1 mois.
et il regroupe l'ensemble des différents business. Donc sur ce graphique, vous avez tous les business qui se retrouvent dans l'appellation économie islamique, et les deux plus grands sont la finance islamique et la nourriture halal. Ensuite, le terme halal est utilisé comme terme générique afin de couvrir un bon nombre de différentes activités. Une activité comme la nourriture, mais on parle également de pharmaceutique halal, on va parler également de voyage halal, on va parler également de cosmétique halal, etc., etc. Donc le terme halal a une acceptation générique. Toutefois, ici, nous allons nous concentrer uniquement sur la plus grosse partie qui est la nourriture halal. Et comme vous le voyez sur ce graphique, je prendrai celui-là qui est un peu plus grand, le total de la nourriture halal en 2017 est de 1300 milliards de dollars. 1300 milliards de dollars, quand on annonce un chiffre brut comme celui-ci, on a du mal à se représenter qu'est-ce que ça veut dire. Il faut simplement avoir à l'esprit que l'ensemble, par exemple, de l'industrie du pétrole et du gaz mondial, et on en a parlé tout à l'heure à cause de l'OPEP, l'ensemble de tous les producteurs du pétrole et du gaz, c'est 1600 milliards de dollars. Alors que la nourriture halal, c'est 1300 milliards de dollars. Et si on prend une industrie qui est très au cœur de la France et de l'Italie, qui est l'industrie du luxe, par exemple, et notamment ce qui concerne l'habillement et tout ce qui touche les accessoires de luxe, donc tout ce que fait Chanel, tout ce que fait Armani, tout ce que font tous les autres, tout ça, c'est moins de 300 milliards de dollars. Alors que la nourriture halal, c'est 1300 milliards de dollars. Donc, quand je parle à mes élèves de l'importance du halal, de prime abord, ils ne me croient pas. Mais après, quand on leur dit que le halal, ça représente 4 fois le luxe, on vous regarde d'une autre manière. Et on vous dit, c'est pas possible. Il faudrait qu'on s'y intéresse un peu. Et quand vous dites aux grandes entreprises mondiales ce que représente 1300 milliards de dollars, toutes les entreprises vont vous demander comment fait-on pour retirer un peu d'argent dessus. Donc toutes les entreprises mondiales sont présentes dans le halal. Pour quelle raison ? C'est parce que les pays musulmans, il y a 57 pays musulmans qu'on retrouve dans l'Organisation de la coopération islamique. Donc les pays musulmans ne disposent pas de champions, c'est-à-dire d'entreprises multinationales qui peuvent rivaliser avec Nestlé, qui peuvent rivaliser avec Danone, qui peuvent rivaliser avec McDonald's. Il n'y a pas d'entreprise comme cela. C'est la raison pour laquelle la grande partie du halal est en fait réalisée par des entreprises multinationales. Et ce sont elles qui gèrent. L'entreprise qui aujourd'hui réalise le plus de chiffre d'affaires dans la nourriture halal, c'est Nestlé. Simplement, on ne s'en vante pas beaucoup. Toutefois, dans beaucoup de pays, on la retrouve. Et dans le programme dont je m'occupe à Singapour, j'ai un participant italien et qui travaille pour une entreprise qui s'appelle Ferrero. Tu connais Ferrero ? Oui. Tu connais Nutella ? Ouais. Tu sais que Nutella est halal ? Ben maintenant, tu le sais. Donc, Ferrero, qui est une très très grosse entreprise dans l'alimentaire, si vous prenez les deux produits phares, le Nutella et le Kinder Bueno, les deux sont halal. Mais simplement, dans beaucoup de pays, ils ne le mentionnent pas. Parce que, pour des raisons peut-être politiques, etc. Mais en tout cas, dans les pays musulmans, c'est très très bien noté. Donc, j'insiste d'abord sur l'importance que ça représente.
puisqu'on n'en a d'habitude pas l'idée. Et ça représente 1 300 milliards de dollars actuellement, et ça va représenter encore plus dans l'avenir. Pour quelle raison? Parce que le pouvoir d'achat de la population musulmane dans le monde entier augmente. Et comme elle augmente, mécaniquement, les dépenses qui vont se porter sur la nourriture, et notamment sur la nourriture halal, vont également augmenter. Sur le PowerPoint que j'ai ici et que nous pourrons peut-être partager par la suite, j'ai beaucoup de slides, mais je ne vais pas les utiliser tous, parce que sinon on restera ici jusqu'à demain. Or, Laurent m'a dit, on ne peut pas rester jusqu'à demain. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a dit, non, on ne peut pas rester ici. Donc, je passe parfois sur certains slides sur lesquels je pourrais revenir par la suite si l'on a besoin. J'attire votre attention sur ce site web qui s'appelle Salam Gateway. Salam Gateway, c'est en fait le résultat du livre que j'ai indiqué tout à l'heure, qui est publié tous les ans. Donc, le département de l'économie islamique de Dubaï publie l'état de l'économie islamique dans le monde tous les ans, mais a également un site web. Et le site web s'appelle Salam Gateway. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu de site web qui soit mieux fait que celui-là. Donc, pour toutes les opérations qui touchent l'économie islamique, ça peut aller du halal, ça peut aller sur la finance islamique, ça peut être le tourisme halal, tout est couvert dans Salam Gateway. Et j'ai regardé parmi les dernières publications, certaines qui se rapprochent aux pays occidentaux. Et celui-ci est intéressant puisque sur le Brésil est aujourd'hui le plus grand exportateur de viande halal dans le monde. En général, il se focalise sur le poulet. Pour ce qui est des bovins, c'est plutôt l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui rentrent dans le jeu. Mais pour le poulet, le grand producteur, c'est le Brésil. Et d'habitude, on ne le sait pas, parce que dans les pays européens, nous avons également une production locale. Donc on n'a pas besoin d'importer du poulet surgelé qui vient du Brésil. En revanche, dans les pays musulmans, et notamment les pays du Golfe, où il n'y a pas de production locale, c'est le Brésil qui arrive en premier. Et quand j'étais à Bahreïn, et donc je suis allé, c'était avant-hier, j'étais dans le centre commercial, il y a un supermarché Carrefour. Et quand j'ai dit à mes étudiants, je vais passer 3 heures à Carrefour, ils m'ont dit, mais tu es malade. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mon téléphone portable et je vais au rayon surgelé. Le rayon surgelé est immense. Je regarde tous les produits et je prends toutes les photos pour identifier d'où vient la viande. Et j'ai beaucoup de photos avec les Brésiliens. Et notamment une marque qui s'appelle Saadia, qui est une marque brésilienne et qui est très connue dans le Golfe, que ce soit au Bahreïn, mais également aux Émirats arabes unis, au Koweït et dans tous les autres pays. Donc, il s'agit du Brésil qui se positionne. Maintenant, tous les pays européens sont présents. Là, sur Salam Gateway, ils ont mis l'accent sur certains d'entre eux. Le premier, ici, c'est l'Allemagne. Alors, pourquoi l'Allemagne est-elle intéressante? C'est parce que, suite à l'ouverture décidée en 2015 et d'accepter 1 million d'immigrés en Allemagne, qui étaient généralement des musulmans, je pense que maintenant, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais il y a fort à parier que l'Allemagne est maintenant le pays occidental avec la plus grande population musulmane au monde. Peut-être même devant la France, alors que c'était la France qui était en général la première. Maintenant, avec 2015, c'est peut-être l'Allemagne qui a pris les devants. Et quand elle a pris les devants, automatiquement se pose la question de la nourriture. On a 1 million de nouvelles personnes qui arrivent. Si les 1 million demandent une nourriture qui est spécifique, ça booste, ça augmente la demande pour la nourriture halal, et donc l'Allemagne devient un pays très intéressant. Sur les autres pays,
qui sont donnés ici. Il y a des pays, par exemple, comme la Belgique. La Belgique n'est pas très très connue comme un pays de viande. En revanche, pour la confiserie, c'est un pays qui est très très connu, notamment au niveau des chocolats, ou même au niveau des bonbons, mais surtout au niveau des chocolats. Donc tous les producteurs de chocolat belges sont également halal, puisque quand ils exportent, il faut qu'ils aient un certificat halal d'exportation afin de prouver la licéité de leurs produits. Et le troisième, et je pense le dernier pays que je vais indiquer, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas ne sont pas un pays connu également pour la viande. En revanche, ils sont connus pour un autre produit, qui est le fromage. Or, le fromage est également halal. Et ce fromage-là, on a vu les problèmes que ça a donné en 2005. Je ne sais pas si vous vous rappelez des caricatures du prophète Mohammed qui ont été publiées dans un journal danois. Tu te rappelles de ça? Et à ce moment-là, une entreprise danoise qui s'appelle Arla, qui est un géant de production des produits laitiers, a commencé à perdre plus de 1 million de dollars par jour en raison du boycott qui a été décidé dans les pays du Golfe. Mais ce n'était pas un boycott officiel. Les Émirats n'ont jamais boycotté le Danemark. Mais les propriétaires des magasins ont boycotté. Et j'ai beaucoup de photos qui représentent un étalage. Et sur l'étalage, il y a un trou, il n'y a rien. Or, pour un commerçant, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser un trou. Il faut mettre des produits. Et ils l'ont laissé volontairement vide afin d'indiquer aux consommateurs qu'ils n'importaient plus des produits du Danemark. Donc le Danemark produit laitier, mais avant le Danemark, ce sont les Pays-Bas. Et donc les Pays-Bas se positionnent également sur le marché d'une manière très très forte. Donc voilà, juste pour avoir une idée en ce qui concerne la présence du halal. Le halal, ça représente beaucoup d'argent. Le halal est majoritairement représenté par des producteurs occidentaux. Ça ne touche pas uniquement la viande, mais ça peut toucher tous les produits. Donc ça peut être par exemple les bonbons, ça peut être le chocolat, ça peut être le fromage. Tous les produits sont touchés pratiquement par le halal et ça augmente automatiquement le chiffre d'affaires qui est réalisé. Pour continuer, et juste pour terminer cette partie introductive, le halal en tant que produit qui est prohibé ou en tant que produit qui est autorisé ou en tant que produit obligatoire n'est pas nouveau. Beaucoup d'autres religions ont également des prescriptions qui sont des prescriptions alimentaires. Ce n'est pas nouveau et l'islam n'est pas du tout le premier dans ce domaine. C'est largement l'un des nouveaux sur le domaine des prescriptions alimentaires. Et notamment lorsqu'il s'agit de faire la distinction entre le halal et le kosher, puisqu'à chaque fois c'est la même question qui est posée. Quelle est la différence entre les deux? Donc on a pas mal d'écrits là-dessus, et notamment un écrit qui provient des États-Unis. Un auteur est professeur à l'université Cornell aux États-Unis, et donc lui, il est spécialisé dans l'alimentaire. Et de l'autre côté, vous avez le représentant de la principale agence de certification halal aux États-Unis qui s'appelle IFANCA. Et donc lui, il s'appelle Joe Regenstein. Et donc c'est lui qui parlait notamment de la partie kosher. Et Mohamed Chowdhury, de l'autre côté, en ce qui concerne l'IFANCA. Et c'est quelque chose qu'ils ont écrit il y a plus de 15 ans. Et à ma connaissance, c'est ce qu'il y a de mieux jusqu'à présent. Donc par la suite, je pourrais vous donner quelques références si jamais vous voulez continuer à étudier la question. Après avoir vu ceci, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet et je prendrai un ouvrage un peu controversé, non pas en raison du contenu, mais en raison de l'auteur, qui s'appelle Youssouf Al-Qaradawi. Et peut-être que certains le connaissent ici,
Mais Youssouf Al-Qaradawi était très très actif, notamment en Angleterre, ensuite en Belgique, et quand il a été expulsé de partout, il s'est réfugié au Qatar. Et donc maintenant, il opère à partir du Qatar, mais son ouvrage, qui est donné ici, The Lawful and the Prohibited in Islam, est toujours utilisé par beaucoup d'organisations musulmanes européennes. Alors, ce n'est ni le premier, ni le dernier, mais il s'avère qu'il a une influence assez importante sur les musulmans européens, puisqu'ils utilisent majoritairement cet ouvrage-là. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, tu as indiqué une dichotomie au départ, c'est-à-dire la différence entre le halal et le haram, mais Youssouf Al-Qaradawi, en fait, parle de 5 catégories. Et donc, il donne en premier ce qui est prescrit, c'est-à-dire ce qui est obligatoire. Ensuite, il nous donne quelque chose qui est lawful. Donc, en français, ça va être plutôt la licéité, mais je ne sais pas comment on va pouvoir traduire. C'est la même chose? Voilà. Ensuite, en troisième, ce qui est permis. En quatrième, ce qui doit être évité. Et en cinquième, ce qui est interdit. Ah, évidemment, lorsqu'on parle du halal et du haram, nous sommes dans le permitted et dans prohibited. Donc, puisque, comme vous le savez, dans la définition du halal, et si on se reporte notamment à la source première qui est le Coran ne définit jamais ce qui est le halal. En revanche, ce qu'il définit, c'est ce qui est haram. Et en partant de cette définition, par défaut, on amène à dire ce qui est permis. Mais en fait, il n'est pas explicitement indiqué ce qui est halal. En revanche, on parle uniquement de ce qui est haram. Et donc, pour Youssouf Al-Qaradawi et pour beaucoup d'autres, comme le halal lui-même n'est pas expressément défini, il en découle pour eux qu'il y a plusieurs catégories de produits et pas simplement une catégorie qui est estampillée en tant que halal et qui pourrait devenir obligatoire, alors que ce n'est pas la définition de ce qui est le halal. Pour les musulmans, le halal, c'est ce qui leur est permis de manger. Ce n'est pas quelque chose qui leur est obligatoire de manger. Ce sont deux catégories qui sont complètement différentes. Donc cet ouvrage-là est intéressant parce que non seulement il introduit une classification qui est porteuse de beaucoup de discussions, et par ailleurs, comme il est très accepté parmi les populations musulmanes, et notamment la jeunesse musulmane d'Europe, il est évident qu'on est obligé de regarder un peu ce dont il parle. Alors, ensuite, le terme halal est un terme qui est devenu générique. Et aujourd'hui, on peut l'employer pour tout. On peut parler, comme je l'ai indiqué, de voyage, on peut parler de finance, on peut parler de produits pharmaceutiques. Donc, tous les domaines peuvent être appelés halal aujourd'hui. Mais nous avons beaucoup de différences. Je viens de Singapour, et Singapour est un endroit très très intéressant puisqu'il est entre la Malaisie et l'Indonésie. La Malaisie, jusqu'à présent, c'est le pays le plus innovateur au monde en ce qui concerne les produits halal. Tout ce qui est nouveau est lancé d'abord par la Malaisie, et notamment par les multinationales qui se trouvent en Malaisie, et je parle notamment de Nestlé. Nestlé lance d'abord des produits halal qui n'existent nulle part ailleurs, d'abord en Malaisie, et s'il se trouve que le produit est accepté, à ce moment-là, il le lance ailleurs. L'Indonésie, qui est juste en face, c'est le pays avec le plus grand potentiel. Plus de 230 millions de musulmans, pays avec la population musulmane la plus importante au monde, et pourtant c'est un pays qui est très très réticent à s'engager dans l'innovation des produits islamiques. Mais c'est là que le
potentiel le plus grand se trouve, notamment en termes de chiffre d'affaires qui peut être réalisé. Et donc Singapour se trouve entre les deux et nous avons une superbe présence. La Malaisie lance un produit. Ensuite, je vais au Bahreïn, ou bien je vais dans un autre pays du Golfe et je leur dis ce que la Malaisie a lancé et ils me regardent comme si j'étais fou. Parce que pour eux, c'est impensable d'avoir ce genre de produit. Je vous donnerai quelques produits après et vous verrez que l'imagination est débordante en ce qui concerne le lancement de produits qu'on appelle halal et qui sont difficilement acceptables dans d'autres pays. Mais la Malaisie est un pays qui est très très en avance là-dessus. Pourquoi le halal est-il intéressant pour les entreprises occidentales? Ici, vous avez un classement, enfin un tableau qui reprend un produit conventionnel et un produit halal. Et ensuite, on regarde le spread. Le spread, c'est la différence de prix entre le produit halal et le produit conventionnel. Alors, volontairement, nous avons pris un prix le plus bas en ce qui concerne la partie conventionnelle et nous avons pris le prix le plus haut en ce qui concerne le produit halal. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans la moyenne. On regarde ici uniquement les extrêmes. Mais les extrêmes sont très, très importants. Est-ce que vous voyez la dernière ligne? Est-ce que vous voyez le spread qui est donné? Le spread, il peut être de 436%. Vous voyez? 436%, ça veut dire qu'on paye le produit halal 4 fois plus cher que le produit conventionnel. Vous montrez ça à une entreprise occidentale, n'importe laquelle, ils vous disent « Venez chez moi, on va pouvoir parler, ça nous intéresse à regarder ceci. » Donc, ici, nous regardons des produits qui sont équivalents, ce qui n'existe pas à chaque fois. Peut-être que lorsque vous allez dans un supermarché, ici en Italie ou en France, et quand vous regardez un steak haché halal et un steak haché conventionnel, peut-être que le steak haché halal est moins cher. Mais peut-être que le produit n'est pas le même. C'est-à-dire que le contenu de viande, la qualité de viande qui est utilisée n'est peut-être pas la même et on a du mal à comparer les deux produits. Ce sur quoi je reviendrai plus tard. On a réalisé une étude en Europe en ce qui concerne l'acceptation et la compréhension du halal. Et on a demandé aux gens, qu'est-ce que le halal veut dire pour vous? C'est une étude qualitative. Et je vais vous donner les résultats de l'étude. Première réponse, il s'agit d'une nourriture pour les musulmans. Ah, bon, okay, c'est assez proche de la réalité. Deuxième réponse que nous avons obtenue, il s'agit d'une nourriture ethnique. Alors ça, c'est complètement différent, puisque le côté ethnique renvoie à l'origine ethnique de la personne, alors que la nourriture musulmane renvoie à l'identification religieuse de la personne. Ce sont deux choses différentes. Mais dans la plupart des gens, ils disent que c'est ethnique. Troisième réponse, moi je trouve que c'est la meilleure. Elle est assez courte. Ils disent c'est du kebab. Parce que pour beaucoup de gens, c'est la seule nourriture halal qu'ils connaissent. Donc pour eux, c'est venu naturellement de dire que le kebab, c'est le halal. Et comme ils ne connaissent pas d'autres, donc c'est à ça que ça revient. Laurent, tu connais autre chose, toi, que le kebab? La quatrième, intéressante, il s'agit de la nourriture, enfin, il s'agit de quelque chose qui a été béni par un imam. Alors là, on confond pas mal de choses. Mais il faut voir comment les gens réagissent, puisque ce sont les réponses qui nous ont été données par les personnes. Et la dernière réponse que nous avons obtenue, c'était, non pas la dernière, l'avant-dernière, il s'agit d'une viande, slaughtered, ça veut dire abattue. Mais moi, je ne connais pas de viande qui n'est pas abattue. On ne va pas amener une vache ici, on va lui dire, viens ici, je prends un steak et maintenant la vache, tu peux partir. Ça n'existe pas. Donc toute viande
provient d'un abattage. Mais je pense que pour les personnes interrogées, ils pensaient à un abattage rituel. Et c'est la raison pour laquelle ils ont parlé d'abattage. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont dit simplement qu'il s'agit d'une viande abattue. Mais bon, ça ne veut rien dire. Et la dernière, vraiment intéressante, il s'agit d'une nourriture exclusivement pour les musulmans. Et ça, c'est un élément très, très intéressant. Très, très intéressant, sans rentrer dans des considérations politiques ou sociologiques, il y a une grande dimension économique dans ce point. Imaginons qu'ici en Italie, je décide que tous les McDonald's soient halal. Si on considère que le halal est uniquement pour les musulmans, ça veut dire que les consommateurs habituels de McDonald's, qui ne sont pas musulmans, ne vont plus venir chez McDonald's. Donc pour McDonald's, c'est un très grand risque de rentrer dans ce domaine. Si en revanche, on considère que le halal, c'est pour tout le monde, qu'il n'y a pas de différence, à ce moment-là, on élargit le marché et c'est un marché qui est inclusif, c'est un marché qui inclut l'ensemble des populations. Avec cette définition, il s'agit d'un marché exclusif. Et le marché exclusif se réfère uniquement à une population et non pas à la totalité de la population. Donc ça, du point de vue économique, c'est une réponse très très intéressante de savoir comment les gens réagissent. Imaginons que dans cette salle, nous ayons 30 personnes et imaginons qu'on demande à chacune de ces personnes-là ici, est-ce que le halal c'est uniquement pour les musulmans ou est-ce que c'est pour tout le monde? Ce serait également intéressant de voir quel est le résultat. Puisqu'il s'agit encore une fois d'une enquête qualitative. Nous ne sommes pas ici pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Mais on est obligé d'en tenir compte, notamment pour les décideurs économiques. Après avoir mentionné ceci, je passe également sur certains autres éléments. Je reviens sur le cœur du sujet afin de regarder un peu la définition de qu'est-ce que ça veut dire le halal. Et pour cela, bien entendu, quand on regarde les sources de la charia, la première source de la charia, c'est le Coran. Quels sont les versets qui sont les plus importants? Ce sont ceux qui sont indiqués ici, notamment le verset 173. Le verset 173 qui parle de la nature du produit, et ensuite le verset 3 qui lui parle du processus. Parce que, comme vous le savez, afin d'obtenir un produit halal, et notamment de la viande halal, nous devons satisfaire deux exigences. La première exigence, il faut que le produit, en l'occurrence l'animal, soit permis. Donc on élimine tous ceux qui ne sont pas permis. Et la deuxième exigence, il faut que le processus d'abattage fasse référence à un rituel qui est bien précis. Ça veut dire que si vous voulez manger, par exemple, du poulet, le poulet qui pourrait être considéré comme intrinsèquement halal, oui, il est halal, mais il n'est pas tout à fait halal s'il n'est pas abattu d'une manière précise. Donc, il faut satisfaire les deux exigences. D'un côté, nous avons la nature du produit et de l'autre côté, nous avons le processus. S'il y en a un des deux qui manque, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir uniquement le processus. Imaginons, alors là j'exagère un peu, imaginons que je veux abattre un cochon de manière islamique. Je ne peux pas le transformer en halal. Hein. Donc, il faut d'un côté la nature du produit et il me faut de l'autre côté l'abattage rituel. Donc, ce sont les deux versets qui sont les plus importants. Et si je prends le premier, c'est-à-dire le chapitre 2, le verset 173, on indique bien ce qui est interdit. Alors, quels sont les trois éléments qui sont indiqués ici? Vous avez d'un côté le carrion. Vous voyez ce que ça veut dire, carrion?
Le carrion, c'est, comment traduire en français? Il s'agit d'une carcasse. C'est-à-dire que vous êtes là dans la rue et vous trouvez un animal mort, mais vous ne savez pas de quelle origine il est mort. Bien entendu, il n'est pas mort suite à un abattage rituel. Donc il faut le mettre de côté de suite. Le deuxième élément, c'est le sang. Et le sang, ce n'est pas la seule religion qui a un problème avec le sang. Et le troisième élément, c'est le porc. Donc ce sont les trois portions, les trois éléments qui sont indiqués ici. Or, il se trouve que lorsqu'on parle du processus du halal, le premier point est très important. Pour quelle raison? Parce que au moment d'abattage, la bête doit être en bonne santé et doit être consciente. Et c'est le problème que nous avons dans les pays européens, puisque vous le savez sans doute, mais à cause d'une directive européenne, les animaux en Europe doivent être abattus après étourdissement. L'étourdissement, ça veut dire rendre les bêtes inconscientes afin qu'elles souffrent le moins possible. Et tout de suite, deux religions, en l'occurrence le judaïsme et l'islam, se sont révoltés contre cette directive européenne, puisque de leur point de vue, du point de vue de l'abattage rituel, la bête doit être vivante, bonne santé et consciente. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans certains pays, notamment la France, on a introduit une exception à la règle. C'est-à-dire que l'abattage des animaux est toujours obligatoire avec étourdissement, sauf dans le cas de l'abattage rituel. Mais, comme il s'agit d'une exception à la règle, ça veut dire que c'est le ministère de l'Agriculture qui va délivrer les exceptions et qui va autoriser le personnel qui peut pratiquer l'exception. Ça veut dire que vous, dans votre village, vous ne pouvez pas le faire. Il faut que ce soit un sacrificateur, c'est le terme technique qui est utilisé, il faut que le sacrificateur soit autorisé par le ministère de l'Agriculture. Et c'est là que nous avons un problème en France, puisque vous savez que la France est un pays séculier. Comment un État séculier peut-il autoriser des sacrificateurs qui vont pratiquer l'abattage rituel? Donc, on était ici dans un imbroglio, et dans la grande sagesse française, on a décidé de confier ce rôle à une mosquée. Et là, il s'agissait de la grande mosquée de Paris, qui avait le monopole de donner les cartes de sacrificateurs, mais bien entendu, les autres se sont révoltés, ce qui fait qu'aujourd'hui, 3 mosquées, la grande mosquée de Paris, la grande mosquée de Lyon et la grande mosquée d'Évry, ont cette faculté de donner des cartes de sacrificateurs. Mais pour dire que ce n'est pas évident, quand on parle de carrion, dans l'esprit du Coran, c'était vous êtes dans le désert et vous trouvez un chameau mort, vous ne savez pas de quelle raison il est mort, il est peut-être porteur d'une certaine maladie ou quoi que ce soit, et par ailleurs il n'a pas été abattu suivant l'abattage rituel, donc forcément il est interdit pour vous. Mais dans l'acceptation d'aujourd'hui, on a une discussion complètement différente, puisqu'on parle de l'étourdissement. Or, l'étourdissement, pour tous ceux qui connaissent la vie à la campagne, vous savez comment on étourdit les animaux, et notamment les grandes bêtes. Donc, pour les campagnes de défenseurs d'animaux, on a un problème. Et d'ailleurs, Brigitte Bardot, je ne sais pas si tu te rappelles de Brigitte Bardot, hein? Donc, Brigitte Bardot, en tant que défenseur de la cause animale, a toujours été vent debout contre l'exception qui a été donnée pour l'abattage rituel en France face à l'étourdissement. Le deuxième point qui est donné ici, c'est blood, donc le sang. Donc, quand je montre ça à mes étudiants, ils me disent « Mais monsieur, on n'est pas des vampires, donc nous, on ne boit pas du sang, au moins pas tous les jours. »
on le fait uniquement le soir, mais pas la journée. Donc, il faut leur expliquer que dans l'alimentation moderne, le sang est très, très utilisé. Simplement, on ne le sait pas. Mais si vous avez l'occasion de regarder le contenu des produits que vous mangez, vous verrez que très souvent, il y a une proportion de sang qui est utilisée, notamment dans la charcuterie. Donc, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais c'est une question qu'il faut revoir quand on regarde sur la place du sang dans l'alimentation. Et le troisième point, c'est le porc. Or, le porc, on le trouve dans beaucoup, beaucoup d'aliments. En France, nous avons un dicton, dans le cochon, tout est bon. Ça veut dire qu'on consomme la totalité du cochon. Or, quand vous mangez de la viande, le porc est facilement identifiable. Le problème se pose dans les produits qui sont des produits préparés. Et dans les produits préparés, on trouve beaucoup de composantes de porc. Donc ça peut être dans les saucisses, ça peut être dans les lasagnes, ça peut être dans les pizzas, ça peut être dans n'importe quel domaine. Non seulement le porc lui-même, mais l'utilisation de la graisse de porc en tant qu'alternative à l'huile d'origine végétale. La graisse animale, c'est en général le porc qui est utilisé. Dans beaucoup de restaurants, on utilise la graisse animale et notamment le porc, enfin de la graisse porcine, ce qu'on appelle le sindou. Pour quelle raison? Parce que quand vous faites de la friture, et si vous utilisez de l'huile végétale d'un côté, et si vous utilisez de la graisse animale et notamment porcine de l'autre, vous pouvez utiliser plusieurs cycles de combustion. Alors que l'huile végétale, au bout de plusieurs cuissons, devient noire. Elle a une couleur qui est vraiment répugnante. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne le sindou. Donc nous avons beaucoup de restaurateurs qui préfèrent utiliser le sindou parce que ça leur permet d'utiliser plusieurs fois la même quantité. Donc, pour beaucoup de raisons, le porc est utilisé sans même qu'on le sache. Parce que moi, je ne connais aucun consommateur qui soit entré dans un restaurant et qui ait demandé au propriétaire du restaurant « Est-ce que vous utilisez du sindou ou est-ce que vous utilisez de l'huile végétale ?» Moi, je ne connais pas. Quand tu vas dans un restaurant, tu demandes ? Non, maintenant, tu peux demander. Donc, ça, c'est par rapport au porc qu'on retrouve partout, pas simplement en ce qui concerne l'alimentation, mais également dans les cosmétiques. Si vous avez l'occasion de regarder la composition des cosmétiques, il y a un élément qui doit attirer votre attention, ça s'appelle le collagène. Or, le collagène est en général de la graisse animale. Et si je vous pose la question de quel animal, en général, ça va être le porc. Or, les producteurs n'indiquent pas la provenance du collagène. Ils disent simplement que c'est de la gélatine ou du collagène, comme s'il s'agissait d'une gélatine virtuelle ou d'un collagène virtuel. Ça n'existe pas. Mais les producteurs ont du mal à aller jusqu'au bout pour identifier exactement d'où vient la gélatine et d'où vient le collagène. Donc, ce sont des éléments ici qui sont donnés, qui sont très très importants. Il est évident que pour les pays et les producteurs, oui, c'est beau. Donc, ce que j'ai indiqué au début, le halal, c'est la partie qui n'est pas définie dans le Coran. Ce qui est défini dans le Coran, c'est ce qui est interdit. Et quand on regarde l'ensemble, c'est-à-dire l'univers des produits de consommation, la partie haram, c'est-à-dire la partie interdite, est très petite, alors que la partie halal, elle, est beaucoup plus grande. Mais comme nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui est interdit, on s'imagine que beaucoup de choses sont interdites, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a que 3 choses qui sont interdites, c'est-à-dire le carrion, le sang et le porc. Or, tout le reste
devient autorisé à condition que la bête en question a été abattue d'une manière qui est acceptable. Mais sinon, l'univers du halal est beaucoup plus grand que l'univers du haram. Et parfois, on a du mal à le prendre en compte. Je prendrai deux autres termes. Et donc, un terme qui s'appelle mashbouh, ici. Et donc, mashbouh, ça veut dire quelque chose qui est douteux. Quelque chose dont on n'est pas sûr de la provenance. Et c'est notamment aujourd'hui, avec la consommation moderne, quand vous regardez un produit et quand vous regardez le contenu de tout ce qu'on a dans le produit, vous savez qu'on n'indique pas la totalité des ingrédients. Parce que parfois, on a une cinquantaine d'ingrédients différents. Et il n'y a pas d'obligation légale pour indiquer la totalité des ingrédients. On indique simplement les ingrédients les plus importants. Donc, pour beaucoup de produits, il y a eu pas mal de doutes. Et notamment sur des produits où nous ne connaissons pas la composition. Je prends un exemple qui est le plus célèbre, qui est celui du Coca-Cola. Comme vous le savez, la recette du Coca-Cola est secrète. Et on a écrit beaucoup de livres là-dessus, sur le secret, la culture du secret qu'ils ont. Eh bien, figurez-vous qu'avec Internet, vous avez beaucoup de théories de la conspiration sur le Coca-Cola. Une des théories qui consiste à dire qu'il y a de l'alcool dans le Coca-Cola. Et la deuxième, il y a du porc dans le Coca-Cola. Alors bon, même si c'est infime, ça pourrait poser problème. Donc on a posé la question à Coca-Cola, qu'est-ce que vous en pensez? Coca-Cola répond, la recette est secrète. On ne va pas aller loin avec la recette est secrète. Mais c'était la réponse. Après, on a posé la question en France et je vous montrerai la réponse que nous avons obtenue en France. Donc, mashbouh, c'est quelque chose qui est douteux. Et le deuxième élément sur lequel j'attirerai votre attention, c'est le terme taïb. Le terme taïb va, à mon avis, devenir peut-être aussi célèbre que le terme halal. Quelle est la différence entre les deux termes? Le terme halal indique la licéité du produit, c'est-à-dire que vous avez le droit de consommer ce produit, et touche la manière que nous avons utilisée pour faire l'abattage rituel. Mais le terme halal n'a aucune connotation par rapport à la qualité du produit. Le halal ne veut pas dire que c'est une qualité supérieure, inférieure, moyenne ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec la qualité du produit. Donc, afin de prouver que le produit est supérieur en termes de qualité, on va lui adjoindre un autre terme, qui est le terme taïb. Et le terme taïb, lui, il parle de la qualité du produit et notamment des qualités gustatives du produit. Donc, il va parler des ingrédients, mais il va surtout parler du caractère délicieux, c'est-à-dire du caractère agréable à manger le produit en question. Donc aujourd'hui, nous avons le caractère taïb d'un côté et nous avons le caractère halal de l'autre. Avec les deux, c'est la manière qu'on va présenter dans les pays occidentaux. Pour quelle raison? Pour les pays musulmans, le caractère halal suffit. Mais pour les pays occidentaux, si je veux m'adresser aux gens qui ne sont pas musulmans, moi, du point de vue marketing, je suis obligé de rechercher une supériorité du produit qui ne provient pas de la licéité et qui ne provient pas du processus d'abattage. Et donc, je suis obligé de parler de la qualité du produit. Et c'est la raison pour laquelle je pense que vous entendrez de plus en plus parler du caractère taïb du produit et pas simplement du caractère halal. Et aujourd'hui, nous avons des entreprises. Par exemple, on va regarder laquelle? Non, pas celui-là. On va regarder celui-ci pour la promotion et les publicités de taïb. Donc, l'élément taïb va se retrouver sur le packaging du produit.
On va le retrouver ici également en ce qui concerne une marque qui s'appelle Taqwa EcoFood. Donc Taqwa qui va également référer à la pureté. Et ensuite, vous aurez pas mal d'autres marques qui vont faire référence non seulement au caractère délicieux du produit, mais on va essayer de les rendre, je dirais, attractifs par rapport aux consommateurs. Et je vous en montrerai un. Moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais assez surpris, mais ça s'appelle par exemple Qibla Halal. Donc vous savez que Qibla, c'est la direction de la Mecque, donc ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais on s'est dit, les musulmans, ils connaissent ce mot-là, donc on va le mettre avec la viande. Il n'y a rien de commun entre les deux, mais on les a collés ensemble, et ça provient de Suède. Donc les Suédois sont assez inventifs dans ce domaine, avec Qibla Halal. Ensuite, on va vous donner les produits qu'on va vous donner sous le vocable de Qibla. J'ai beaucoup de slides, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de les voir tous. Je reviens sur le cas du Coca-Cola. Et notamment le fait que le Coca-Cola dans les pays asiatiques est un Coca-Cola qui est estampillé halal. Donc, si vous allez en Malaisie, si vous allez en Indonésie, si vous allez à Singapour, si vous allez à Brunei, le Coca-Cola est halal, c'est marqué dessus. Mais il n'est pas halal ailleurs. Et donc, les consommateurs en France, et je vais vous montrer la lettre qu'ils avaient envoyée à Coca-Cola, donc, ils demandent à Coca-Cola, est-ce qu'il y a de l'alcool dans le Coca-Cola? Et le service consommateur de Coca-Cola répond en leur disant, toutes nos boissons rafraîchissantes sans alcool n'ont pas d'alcool. Toutefois, il y a un peu d'alcool, mais il est toujours inférieur à la limite légale. Alors là, on est un peu perdu. On nous dit que c'est sans alcool, et après on nous dit qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. Donc il faudrait savoir, est-ce qu'il y a de l'alcool et est-ce qu'il n'y a pas d'alcool? Donc ensuite, on se réfugie sous la norme française. Or, la norme française, comme ils aiment beaucoup l'alcool en France, la norme française, c'est de dire tout ce qui a moins de 1,2% de contenu alcoolique, c'est sans alcool. 1,2. 1,2, c'est beaucoup. Donc, les gens commencent à s'imaginer, est-ce qu'il y a 1,2% d'alcool dans Coca-Cola? Bien sûr, il n'y a pas. Mais Coca-Cola ne donne pas une réponse précise. Il dit simplement, suivant la législation française, nous ne sommes pas dans une situation de produits alcoolisés. Et là, Alcance, c'est marqué à côté. Alcance, c'est une association de consommateurs musulmans en France qui est très très connue. C'est probablement le plus grand site d'information pour les musulmans en France sur le halal et sur toutes les questions d'alimentation. Ils posent la question à Coca-Cola, voici comment ils répondent. Et ensuite, Alcance pose la question, deuxième question. Nous savons que vous avez un certificat halal dans les autres pays. Est-ce que vous avez un certificat halal en France? Très bonne question. Et en fait, ils ont quelque chose qui ressemble à un certificat halal en France. C'est un certificat qui est signé non pas par la société qui délivre les certificats au nom de la mosquée de Paris, mais directement par le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Donc c'est Dalil Boubaker qui va signer un certificat pour Coca-Cola, mais il ne va pas dire qu'il n'y a pas d'alcool. Il va dire qu'on a fait des essais auprès des laboratoires, et ils ont pris des laboratoires Eurofins, qui sont les plus grands en Europe. On a fait des essais auprès des laboratoires Eurofins, et nous sommes arrivés qu'il n'y a pas de contenu détectable. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Non. Ils disent simplement qu'il n'y a pas de contenu détectable. Donc tout dépend de la marge que vous utilisez pour détectable ou pas. On peut le mettre à 0,5, on peut le mettre à 1,2, on peut le mettre à 1, etc. Dans les pays musulmans, si vous allez en Arabie Saoudite, au Koweït et ailleurs, la limite c'est 0,05. Comme on ne peut pas éliminer
la totalité de présence d'alcool, notamment pour les produits fermentés. On sait très bien qu'il y aura une infime quantité d'alcool à l'intérieur. Donc l'Arabie Saoudite et les autres ont fixé la limite à 0,05. Donc il est possible qu'il y ait un peu d'alcool, et la justification du grand moufti d'Arabie Saoudite, c'est de dire, même si vous buvez l'ensemble du Coca-Cola dans un magasin, vous ne serez pas ivre. Donc on fixe la limite à 0,05. Laurent, je pense que je n'aurai pas beaucoup de temps pour continuer, si on veut laisser la place aux questions. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Je te laisse la parole. Il faut, oui. On peut le dire, oui. Voilà. Laissons le professeur se rafraîchir avec de l'eau. Donc, nous allons ouvrir le débat, hein, les questions. Peut-être des éclaircissements également. Pour lancer simplement cette discussion, moi, j'ai une demande d'éclaircissement. Oui. Peut-être que j'ai eu une distraction. Tu disais tout ce qui est fabriqué... tu parlais des grandes entreprises multinationales, Nestlé, Danone, etc. Tout ce qui est fabriqué par elles est halal, c'est ça? Non, je ne dis pas tout. Mais prenons l'exemple de Danone. Le grand produit de Danone, c'est, notamment dans les autres pays, c'est de l'eau. Et notamment une marque qui s'appelle Aqua, et qui est très très présente dans les pays, notamment en Asie. Eh bien, l'eau Aqua est certifiée halal. Oui, est certifiée halal. Et moi, j'ai beaucoup de mes étudiants maghrébins qui viennent du Maroc, généralement, ils me disent « Mais monsieur, comment vous avez halalisé l'eau? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et après, il faut leur expliquer un peu comment le certificat a été donné. Mais si je prends cet exemple-là, donc Danone va avoir de l'eau Aqua qui est halal dans les pays d'Asie, mais il ne l'aura certainement pas en France. Et si je prends Nestlé, et si je vais voir ici les céréales Nestlé, toutes les céréales Nestlé en Asie du Sud-Est sont certifiées halal, mais ici, si je vais dans le magasin, je ne pourrai pas les trouver. Donc, une entreprise de la taille de Nestlé, voire même Ferrero, voire même les autres, vont jouer sur le halal. Et ils vont dire, sur certains marchés, on va rechercher un certificat halal, mais sur d'autres marchés, on ne le cherchera pas. C'est le même produit. Oui, mais s'ils fabriquent tout là-bas, oui. Donc tout est halal pas forcément. À la source, non? Pas forcément, parce que c'est une décision qui a été prise par l'entreprise. Si je prends un autre fast-food qui s'appelle Subway. Tu connais Subway? Tu as déjà mangé Subway? Non. Faut y aller. Donc, Subway qui fait des sandwichs. Nous sommes à Singapour. Et donc, il n'était pas halal. Et il est devenu halal. Alors qu'à Singapour, il y a 12% de musulmans. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus halal? C'est parce que l'autre partie de la population, qui représente 75% et qui sont les Chinois, s'en fichent, que ce soit halal ou pas. Mais dans d'autres pays, on ne se ficherait pas. Prenons des questions. Une, deux. Commençons par... On va prendre regroupé. Allez, commencez, s'il vous plaît. Italiane, ce sera... Oui, on va prendre un casque peut-être. Linus. Ou peut-être que je comprendrai. Bonsoir. Une question sur la Ferrero. Nutella, c'est un produit halal? Oui. C'est un produit halal qui est certifié halal en Asie et qui est également certifié halal à Bahreïn, puisque je l'ai vu quand j'étais là-bas. Et donc j'ai pris la photo. Donc il est certifié halal là-bas. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit certifié ici. Maintenant, il s'agit de voir d'où vient le produit. Parce que si, pour des raisons, je dirais, économiques, je produis une grande partie en Indonésie, et ensuite, ce produit-là, je l'envoie en France ou en Italie pour le vendre, il est évident qu'il y aura le certificat halal dessus. Mais peut-être que si je produis le produit en Italie, je n'aurai pas le certificat halal dessus, même si c'est le même produit. Mais simplement, j'ai décidé de ne pas l'avoir.
Voire même maintenant, on a un troisième problème. Imaginons qu'ici, j'ai un distributeur qui s'appelle Carrefour. Et Carrefour ne s'est pas fourni auprès de Ferrero Italie, mais c'est fourni auprès de Ferrero Indonésie pour des questions de coût. Et donc, il fait venir Nutella ici en Italie, qui est un Nutella halal, et Ferrero en Italie ne le sait même pas, parce qu'il ne s'est pas approvisionné auprès de lui. Mais il a trouvé quelque part en Indonésie une cargaison qu'ils ont rachetée et qu'ils ont ensuite fait venir ici. C'était un peu le sens de ma question aussi pour Nestlé, Danone, enfin, ça rejoint cette question, oui. Madame, présentez-vous s'il vous plaît avant de prendre devant, ici. Mi scusi professore, devo chiedere un chiarimento. Mi chiamo Eleonora Rienzo, sono una psicanalista romana. Allora, mi è piuttosto chiaro la proibizione del sangue e del maiale per questioni igienico-sanitarie, in quanto entrambi sono molto compatibili con noi. Pardon. Le volume. Voilà, maintenant. Je vous entends. Professore, ricomincio la domanda. Sono molto incuriosita dalla questione delle 3 proibizioni, l'uccisione sacrificale, il sangue e il maiale. Ma mi è chiaro che per il sangue e per il maiale la proibizione possa derivare da questioni igienico-sanitarie, in quanto il maiale è l'animale più compatibile con noi e ugualmente il sangue è un trasmettitore molto potente delle malattie, considerando che non c'erano frigoriferi. Evidentemente questa proibizione deriva da una questione igienico-sanitaria, mentre non mi è chiaro perché l'uccisione debba avvenire in senso rituale e l'animale debba essere cosciente. Mi scusi se chiedo questa cosa, forse è un po' banale, ma mi incuriosisce. Grazie, è stata una bellissima conferenza. C'è un'altra domanda nel mentre? Intanto oppure lasciamo... Très bien. Donc c'est une question assez importante puisque vous avez raison de l'indiquer. En ce qui concerne le sang et en ce qui concerne le porc, nous pouvons avoir des explications hygiéniques ou sanitaires. Le sang comme vecteur de maladies, transmission de maladies, etc. Et le porc en tant qu'animal qui mange tout. Et donc sur la saleté, sur la non-préservation du produit après, etc. En ce qui concerne le rituel, c'est-à-dire le fait qu'il faut que l'animal soit conscient. J'avais posé la question, puisque quand je participe à des conférences, j'ai une centaine de Sharia scholars en face de moi, et donc quand je discute avec eux, je leur pose la question. C'est des amis. Et donc je leur pose la question exactement en ces termes. Pourquoi est-ce que c'est important ? Et l'une des réponses qui revient très souvent, je ne dis pas que c'est la seule, mais l'une des réponses qui revient très souvent, ils considèrent que toute vie est une création de Dieu et que si on doit ôter une vie, on doit demander la permission de Dieu pour ôter la vie. Et c'est la raison de l'abattage rituel. C'est-à-dire que l'animal doit être conscient au moment où on demande symboliquement l'autorisation à Dieu d'ôter la vie. Et c'est pour ça qu'on utilise l'abattage rituel, et c'est pour ça qu'on utilise également une invocation, qui est une invocation qu'on appelle la zabiha, c'est-à-dire le rituel en ce qui concerne l'abattage, et surtout les termes qui sont utilisés. Alors on ne demande pas la grâce de Dieu à chaque fois, mais on utilise à chaque fois, on demande la permission expresse à Dieu d'ôter la vie d'une création de Dieu. Professeur Zanini. Deux questions. La première, une curiosité. On a parlé ici toujours de la nourriture, de la viande, etc. Mais il y a un mot qui a
excité ma curiosité. Oui. Les voyages Oui. halal. Oui. Je comprends le tourisme halal, Oui. mais pourquoi les voyages halal? Ça, c'est une question. Je suis Francesco Zannigi, j'enseigne études islamiques. Il a été mon étudiant. Très bien. À Pisac. La deuxième question est à propos d'une autre forme de permission. Okay. Le Coran permet aux musulmans de manger chez le chrétien. Donc vous savez qu'il y avait une fatwa donnée par un alim, une mufti du Liban en Amérique qui disait, parce qu'il y avait les ouvriers qui allaient manger, et là-bas il y avait le problème que tout en Amérique, peut-être dans toute la nourriture, c'est toujours présent un petit peu de porc. Donc il a donné cette fatwa qui est une solution. Vous ne demandez pas, vous pouvez manger chez le chrétien, vous ne demandez pas qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture. Et c'est une solution que plusieurs des musulmans ont acceptée maintenant. Donc, si dans un restaurant, il n'y a pas de porc, on peut le manger, mais il n'est pas halal. Donc, c'est deux questions. La question de voyage, Le voyage halal. et l'autre, chez les parce chrétiens. que je comprends le tourisme halal, mais pas beaucoup de Très bien. voyages halal. Et la deuxième, qu'est-ce que vous pensez de cette solution que les musulmans ont trouvée? Merci. Alors, en ce qui concerne la première question, on utilise de manière invariable le terme de tourisme halal ou de voyage halal. Maintenant, on peut envisager les deux différences. Sous le terme de tourisme, on va en général regarder la destination. Donc ça peut être une destination, je dirais, religieuse, type le Hajj, l'Umrah ou n'importe quel pèlerinage. Et ça peut être également une destination, je dirais, de divertissement, de loisirs. Bien. Mais le voyage lui-même est intéressant, c'est-à-dire la compagnie aérienne. Et nous avions une demande d'une compagnie aérienne malaisienne, justement, comment faire pour que la compagnie obtienne un certificat halal. Mais ça, c'est les Malaisiens. Hein. C'est les Malaisiens. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a plusieurs stades. Donc, il y a un premier stade en ce qui concerne le personnel qui travaille à l'intérieur. Comment est-ce qu'ils doivent s'habiller, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, etc. Ensuite, il y a un élément qui est intéressant. Là, j'ai pris la compagnie Emirates. Et quand vous prenez cette compagnie, vous pouvez choisir votre siège, n'est-ce pas? Au moment du check-in, vous choisissez votre siège. Est-ce que vous savez qui est assis à côté de vous? Non. C'est là que le voyage halal intervient. Et c'est là que je fais une ségrégation en fonction des sexes. C'est-à-dire que je ne mets pas de femmes seules à côté de vous. Ce qui est normal quand on vous voit. Non, je plaisante. Mais vous savez que ça m'est arrivé plusieurs fois. Je prends l'avion pour aller en Arabie Saoudite ou je vais ailleurs et on me demande de changer de place. Ça arrive très souvent. On vous demande de changer de place. Pourquoi? Parce que j'ai deux dames qui sont assises à côté de moi, je ne les connais pas, elles préfèrent être toutes seules, ou bien il y en a une qui change la place avec moi, ou bien je veux me mettre ailleurs, etc. Parce que la compagnie aérienne ne prévoit pas de ségrégation par sexe. Or, notamment la compagnie saoudienne, elle, dans son logiciel, a une ségrégation par sexe. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas d'avoir ce genre de situation. Donc, on a le voyage et pas simplement la destination. Et maintenant, en ce qui concerne l'utilisation de la viande des chrétiens et des juifs. Alors, ici, vous avez les 4 grandes questions que les musulmans se posent par rapport au halal. La première question, c'est la gélatine. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme gélatine? La troisième, c'est l'abattage mécanique. Et la quatrième, c'est l'étourdissement préalable ou pas. Mais si nous prenons le deuxième, c'est exactement la question que vous avez passée. C'est-à-dire, est-ce que les gens du livre Al-Kitab, donc les gens qui sont des juifs et les chrétiens,
est-ce qu'ils peuvent vous donner de la viande? Et là, nous avons une petite contradiction. Le Coran expressément indique que c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une fatwa dans ce sens. Puisque le Coran vous dit que la viande, la nourriture en fait, la nourriture qui est donnée par les gens du livre, vous êtes autorisé. Très bien. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'au moment de l'abattage rituel, si j'ai un abattage qui est halal, et si j'ai un chrétien, et s'il prononce, par exemple, Allahu Akbar, qui est pour la glorification de Dieu, est-ce qu'il est sincère ou pas? Et là, on utilise un autre thème qui est niya, qui est la sincérité au moment de la prononciation, et c'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir une autre fatwa qui va vous dire que ce n'est pas autorisé. Donc ça, c'est une question qui est vraiment très très importante, notamment pour les États-Unis, au moment où les communautés musulmanes étaient éparpillées partout et où il n'y avait pas d'abattage halal, on était obligé de se reporter à quelque chose d'autre. Vous savez très bien que l'islam prône la suprématie de la vie humaine avant tout, et donc va vous rendre autorisé des choses qui, en principe, ne seraient pas autorisées. Mais aujourd'hui, avec une bonne présence d'industriels, une bonne présence de producteurs qui sont musulmans et qui produisent de la viande halal et des produits halal, on est dans une situation où se reporter sur les chrétiens et les juifs diminue, alors qu'au préalable, c'était tout à fait acceptable. Autre question? Les étudiants? Il y a des étudiants? Bien sûr. Où est-ce qu'ils sont? Ils se cachent. Ils sont au fond, toujours. Ils se cachent, hein. Sans être timide. J'ai une question, peut-être, oui. Si personne ne veut prendre la parole. Oui? Et pas étudiant, d'accord. Mais on accepte quand même. Je suis sœur Anne. Je suis bénédictine. Ce qui m'a intéressée, c'est plutôt ce côté de marketing. Oui. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ici en Europe qui réfléchissent beaucoup à ce qu'ils mangent. Et je me demande, est-ce qu'on a déjà commencé de prendre le halal comme qualité qui est aussi désirable pour les non-musulmans? Parce que dans la publicité que vous avez montrée, il y avait le naturel, l'élevage, tous ces points qui sont déjà très importants pour beaucoup de gens. Très bien. C'est-à-dire, voilà, ma question aussi s'accroche à la vôtre, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a, par exemple, des producteurs de halal bio aussi? Ben oui. Pourquoi il n'y en aurait pas? Bien sûr qu'il y en a. Donc, je réponds un peu à la question, en indiquant effectivement que, du point de vue marketing, le halal, comme je l'ai indiqué, n'a aucune connotation qualité. Mais ça, c'est je dirais, une définition du halal qui est restrictive. Il y a une définition du halal qui est beaucoup plus large, qui consiste à dire il faut regarder la totalité de l'élevage, c'est-à-dire du moment où la bête naît au moment de l'abattage. Et il faut qu'il y ait une considération de la bête, notamment en ce qui concerne l'alimentation de la bête. Vous savez que dans d'autres circonstances, on a utilisé beaucoup des farines animales en ce qui concerne la nourriture des animaux. Or, ces nourritures animales faisaient qu'on avait des maladies par ailleurs, et notamment la viande n'était pas bonne. Ou alors utiliser, par exemple, des produits interdits afin de faire progresser l'animal en 3 semaines au lieu de le faire progresser en 6 semaines ou en 8 semaines. Donc tous ces éléments, c'est la question qui est maintenant posée par rapport à la nourriture halal. Si on va jusqu'au bout de la définition halal, on doit partir du moment de la naissance jusqu'au moment de l'abattage. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est parce que la grande majorité des pays musulmans sont relativement plus pauvres que les populations occidentales. Et donc leur impératif de nourriture se limite pour l'instant à la quantité.
et non pas à la qualité. Or, les musulmans qui se trouvent dans les pays occidentaux jouissent d'un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important. Et donc, eux, ils ont maintenant des alternatives. Et tu as très bien posé la question du bio. C'est-à-dire, quand ils ont une offre bio d'un côté, et quand ils ont un produit halal dont on ne connaît pas véritablement l'origine, et on ne sait pas s'il y a une filière bio derrière, il y a un problème pour le consommateur, puisqu'il voudrait avoir la même chose. Donc, je pense que l'impératif qui est utilisé, qui n'est pas simplement marketing, c'est-à-dire de vendre plus, mais également d'assurer une filière bio-halal est naturelle, puisque la définition du halal englobe la totalité du processus et pas simplement l'arrivée, en l'occurrence l'abattage. Oui. Est-ce que dans les entreprises, on voit que peut-être aussi le public non musulman pourrait être intéressé par ce terme halal en faisant une sorte d'éducation qui est en fait une partie de marketing? Est-ce qu'on a commencé Le ça? public qui n'est pas musulman n'est pas intéressé par la question de l'abattage, mais il est intéressé par la qualité du produit. Si on lui prouve qu'il y a une meilleure qualité du produit, si on lui prouve qu'il y a un meilleur respect de la bête, un meilleur respect des conditions d'élevage, etc., que vous l'appeliez halal, que vous l'appeliez kosher, que vous l'appeliez bio, que vous l'appeliez autre chose, il s'en fiche. Il va aller là-dessus. Donc ce n'est pas forcément parce que c'est halal, mais il nous faut un avantage comparatif quand on regarde les autres conditions d'élevage, et pour l'instant, nous ne l'avons pas. Parce que si on regarde notamment l'élevage brésilien, qui vous donne des quantités astronomiques de poulets dans le monde, il n'est pas du tout qualitatif dans ce sens-là. Voilà. Nous aurons appris au moins quelque chose sur le Brésil ce soir. Quand vous rencontrerez des étudiants brésiliens à la Grégorienne, vous leur poserez la question. Vous leur poserez la question, oui. Nous concluons ainsi ce forum. Donc, un grand merci pour le professeur Sedomir Nestorović pour cette leçon sur le halal. Je rappelle que vous pourrez retrouver ce forum sur YouTube, sur le canal YouTube de la Grégorienne, bientôt, une fois qu'il sera monté. Un grazie anche alle nostre traduttrici, un grazie di nuovo al nostro professore.